Bien, bonjour et merci de cette invitation. Oui, sans plus trop tarder, je vais donc aborder la question de grandir en famille homoparentale ou en situation homoparentale. Finalement, le titre est un peu en écho à celui de Marie-Rose Moreau, puisque finalement, on peut aborder aussi ces questions sous l'angle aussi finalement de la différence et de la façon dont des enfants en particulier intègrent effectivement leur configuration familiale dans le contexte de la société. Bon, depuis 2000, j'ai rencontré beaucoup de familles homoparentales, puisque j'ai fait ma thèse de sociologie sur cette question. Et je continue d'en rencontrer aujourd'hui avec d'autres collègues, sociologues, psychologues, dans une équipe pluridisciplinaire, avec cette nouveauté qu'on est amené aussi à rencontrer les enfants. Les enfants, alors ils n'ont pas encore tout à fait l'âge de l'adolescence, mais j'évoquerai quand même quelques situations à ce propos. Je vais développer mon propos en 4 points en fait. Le premier, c'est peut-être de discuter de ce néologisme d'homoparentalité et donc de préciser un petit peu ce qu'on entend par famille homoparentale. Ensuite, je vais discuter aussi du faire famille, c'est-à-dire de comment chacun bricole sa famille, tout comme on pourrait le dire d'une recette de cuisine, et ceci aussi bien du côté des couples de sexes différents que des couples de même sexe, avec finalement, on va s'apercevoir petit à petit un peu les mêmes ingrédients, la sexualité, la conjugalité, la parentalité, la filiation. Et puis j'aborderai ensuite la question des enfants et dans un deuxième temps, quelques vignettes sur 2 adolescentes. Voilà. Donc premièrement, l'homoparentalité est un terme donc, que l'Association des parents gays et lesbiens a créé en 1998 pour désigner les familles pour lesquelles un enfant avait au moins un parent homosexuel ou reconnu comme tel. Cette définition, on le voit bien, elle laisse place à de nombreuses configurations familiales, susceptibles en plus d'évoluer dans le temps. On ne saurait opposer la famille homoparentale de la famille monoparentale ou encore de la famille recomposée, car la famille dite homoparentale, elle peut être aussi monoparentale, elle peut être aussi recomposée. L'expression couple de même sexe que la loi a retenue est sans doute plus claire, mais elle est aussi plus restrictive. Encore faut-il être en couple, pourrait-on dire. Elle écarte finalement les situations de monoparentalité et de pluriparentalité. On voit bien que dans la loi, le modèle est conjugal, il est biparental, comme il est du couple hétérosexuel. Il s'agit là soit de 2 hommes, soit de 2 femmes, finalement à l'image ou en référence au couple d'un homme et d'une femme. En fait, l'homoparentalité, on pourrait dire, se décline en genre et en nombre, et il semble vain de vouloir créer des catégories trop strictes qui risquent d'être démenties par la manière toute particulière que chacun invente pour faire famille. Comme vous le savez sans doute, les couples de même sexe ne font pas des enfants comme les autres, enfin pas tout à fait comme les autres. Il faudrait tenir compte aussi finalement des différents modes d'accès à la parentalité qui les rapprochent d'autres situations singulières comme l'adoption, et je ne pense pas qu'à l'adoption plénière, je ne pense pas qu'à l'adoption simple, on peut penser aussi aujourd'hui à l'adoption de l'enfant du conjoint. On peut penser aussi évidemment aux procréations médicalement assistées avec insémination avec donneur inconnu ou donneur connu, parfois reconnu. On peut parler aussi évidemment de la maternité pour autrui ou de la gestation pour autrui. Mais je voudrais aussi aborder et mettre l'accent finalement ici sur la coparentalité, c'est-à-dire finalement l'accord qui peut exister entre un homme gay et une femme lesbienne pour avoir un enfant ensemble. Cette manière de faire famille est assez inclassable, car elle concerne pour le moins un homme et une femme qui n'ont pas de lien conjugal, ni même sexuel, et qui décident de devenir parents ensemble. Leurs compagnons et compagnes éventuels peuvent être différemment impliqués dans le projet, entendus également comme coparents ou non. Vous n'avez pas entendu beaucoup parler de ces situations dans le cadre de la loi de 2013, car elle échappe de fait à l'idée de parents de même sexe. Ce sont des parents finalement de sexes différents, mais qui sont homosexuels et qui vivent éventuellement dans un couple de même sexe. Ils conçoivent l'enfant de manière artisanale, disent-ils, l'éduquent de manière plus ou moins partagée, font l'expérience de leur parentalité dans 2 espaces distincts et dans des conditions, on pourrait dire, assez proches parfois des familles recomposées.
Faire famille est finalement ce qu'il y a de commun aujourd'hui à toutes les familles. Nous avons eu tendance ces dernières années à faire l'inventaire évolutif des formes familiales à partir de celles, supposées initiales, de la famille que j'ai appelée bioconjugale, c'est-à-dire celle qui privilégie la parenté de deux ascendants biologiques, père et mère, qui font couple, ou plus précisément qui ont fait couple, en particulier au moment du mariage. D'autres l'appellent la famille PME, père-mère-enfant. Nous pouvons compter 77 familles, comme je me suis amusé à le faire, à partir de toutes les variations possibles de ce modèle de la famille bioconjugale. Aujourd'hui, je pense que cet éclatement conceptuel de la famille n'a pas trop de sens, et ça pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'une famille est toujours susceptible de varier d'une autre. La famille monoparentale, elle est aussi multiple selon ses formes de constitution et de séparation. La famille recomposée, elle est également à géométrie variable. Je parlerai plus tard de la famille homoparentale, mais vous voyez déjà qu'elle n'est pas unique, ni vraiment spécifique d'ailleurs. Il y a aussi d'autres catégories qui ont peut-être autant de poids, comme la diversité d'établissements des modes de filiation, adoption, PMA, etc. Les caractéristiques des parents aussi, selon qu'ils appartiennent à des univers culturels ou sociaux différents, selon qu'ils présentent ou non un handicap, une maladie, une déficience, un trouble psychique, et que cela concerne aussi leurs enfants ou bien eux-mêmes. Autant de manières de faire famille et de faire famille différemment. Il faut considérer aussi que la famille a une histoire et que l'enfant peut connaître au cours de son existence plusieurs configurations familiales. Prenons un exemple simple, qui va peut-être vous apparaître complexe. Un enfant Léo naît dans un couple marié composé d'un homme et d'une femme, ses parents. Ceux-ci divorcent quand il a 3 ans. Léo vit alors en résidence alternée. Son père a alors un compagnon et fait couple non cohabitant avec cet homme qui a lui-même 2 enfants dont l'un est adopté. Sa mère se remarie lorsqu'il a 10 ans et elle attend avec son mari une fille, Clémentine. Pour dire sa famille, Léo n'a pas d'autre choix que de raconter son histoire. Sa famille n'est pas figée en fonction des alliances, sa famille n'est pas figée, elle est aussi en fonction des alliances, des séparations, des recompositions, des naissances, etc. Le faire famille est dynamique et dépend de chacun des acteurs au sein de la famille. Il y a donc du faire famille à l'œuvre, et cette caractéristique commune me semble aujourd'hui plus pertinente que toutes les catégories relatives et infinies des familles. Prenons les 4 familles distinctes que l'on présente généralement pour décrire les familles homoparentales. Première famille, la famille homoparentale recomposée. Un enfant est né dans un contexte hétéroparental, mais un des parents, voire les deux, se déclare finalement homosexuel et en assume les conséquences en termes de séparation, voire de recomposition conjugo-familiale. Sa nouvelle famille peut être considérée d'homoparentale au sens où l'un au moins de ses parents est homosexuel. Mais il conserve bien 2 parents de sexe différents, un père et une mère. Grandir dans ce contexte, pour un enfant, c'est passer d'un modèle familial à un autre. C'est aussi reconsidérer ses représentations concernant ses parents et parfois aussi ses attitudes et ses comportements. L'enfant, dans ces conditions, s'interroge nécessairement sur les sentiments et désirs entre ses parents, sur ce qui a précédé à sa naissance, dont il est en quelque sorte le fruit. Deuxième type de famille homoparentale, que l'on classe généralement, la famille coparentale. Ce terme n'est pas réservé, comme vous le savez, aux couples homosexuels, puisqu'il désigne la manière dont 2 parents, en principe, partagent leur parentalité. Il s'agit même, dans le contexte homoparental, d'une coparentalité, on pourrait dire un peu hétéro, dans la mesure où les 2 parents biologiques et juridiques de l'enfant sont une femme et un homme, dont l'un au moins est homosexuel. Mais les coparents, selon les projets, peuvent impliquer aussi la compagne de la mère ou le compagnon du père, ce qui suppose donc une coparentalité partagée à 2, à 3, à 4. À la différence de la recomposition familiale présentée précédemment, l'enfant grandit depuis sa naissance dans un univers dont les places de chacun, père, mère, compagnon du père, compagne de la mère, sont définies à l'avance. Mais celles-ci évoluent aussi
dans le temps et en fonction de l'histoire de chacun. Certains couples se séparent et se recomposent avec une incidence différenciée pour l'enfant selon le parent ou le coparent concerné. Je précise aussi qu'il existe des situations intermédiaires que j'ai rencontrées. Le fait que le projet coparental s'établisse sur une ancienne histoire d'amour, par exemple, entre l'homme gay et la femme lesbienne. Ou encore, il arrive aussi que si l'un et l'autre sont célibataires, ils décident de vivre ensemble pour élever l'enfant. Nos catégories de pensée binaires entre homosexualité et hétérosexualité, homoparentalité et hétéroparentalité, on pourrait dire, sont ici mis à l'épreuve justement de ces situations singulières. Bon, l'autre cas de figure, c'est la famille qui adopte. Avant la loi de 2013, donc, il ne pouvait pas y avoir de couple homosexuel qui adoptait, mais des personnes célibataires homosexuelles pouvaient bien entendu adopter. Depuis la loi de 2013, on s'aperçoit que finalement l'adoption ne concerne pas tant l'adoption de couple, par exemple, à l'adoption internationale pour un enfant, mais concerne bien davantage l'adoption de l'enfant du conjoint. Je ne vais pas développer. Et enfin, donc, le dernier cas de figure, c'est le cas de figure du couple qui a recours aux procréations médicalement assistées, notamment aux inséminations avec donneur pour les femmes et la gestation pour autrui pour les hommes, qui constitue donc une voie d'accès à la parentalité, bien que vous savez que concernant les couples homosexuels, elle soit interdite en France. Mais là, on voit que c'est la dimension conjugale qui est affirmée, bien qu'on puisse aussi imaginer qu'une personne célibataire, et c'est vrai dans certains pays du point de vue de la législation, puisse aussi avoir recours notamment à la PMA. On voit qu'avec l'adoption et le recours à la PMA, on a donc l'établissement en général de deux parents de même sexe, à l'instar du couple ordinaire. La dimension conjugale est donc maintenue comme une sorte de norme, on pourrait dire ici. C'est la conception biologique de l'enfant qui nécessite le recours à un tiers. Avec la recomposition ou la coparentalité, c'est l'inverse. La conception biologique et parentale est assurée par la différence des sexes, on pourrait dire des deux parents, mais c'est la dimension conjugale qui se trouve être en écart par rapport à la norme. La réintroduction de cet écart dans la dynamique familiale conduit justement à la reconnaissance d'une forme de multiparentalité. Notons qu'il peut y avoir aussi des situations mixtes. J'en ai rencontré aussi, par exemple, pour un père, un enfant né d'une coparentalité d'une part et un autre enfant adopté. Donc on voit que les configurations familiales peuvent être multiples. Et ce qui importe finalement de regarder, c'est plutôt comment se construit le faire famille. C'est plutôt ça qui me semble important du point de vue de l'enfant. Je vais aborder maintenant la question de grandir dans une famille homoparentale pour les enfants en faisant référence aux différentes études qui ont pu être faites en la matière. Donc les études portant sur les enfants ne manquent pas. Les premières études empiriques datent des années 1970, et donc elles ont été essentiellement américaines. Véchaud et Schneider, qui sont des chercheurs français, ont recensé près de 440 articles scientifiques publiés sur cette question entre 1972 et fin 2004. Ces études ont porté sur l'identité de genre, sur l'orientation sexuelle, sur le développement émotionnel, sur l'ajustement psychologique, sur les compétences académiques de l'enfant, sur les relations sociales des enfants avec leur père et avec les adultes, et enfin sur le risque d'abus sexuels. Les centaines d'études réalisées concluent toutes finalement qu'aucune différence notable ou significative, comme on le dit dans notre jargon, ne peut être décelée entre les enfants élevés dans un foyer hétéroparental et ceux élevés par des parents de même sexe. Il y a d'ailleurs 2 études longitudinales qui méritent là peut-être d'être évoquées. Ces études donc, ont suivi les enfants de la naissance à l'âge adulte, donc des enfants conçus par insémination artificielle et élevés au sein d'un foyer lesbien. Il s'agit du travail de Tasker et Colombok, mené dans les années 1970 jusqu'aux années 1990,
et de celui de Gartrell et Boss, mené dans les années 90 jusqu'aux années 2010. Finalement, les conclusions de ces études indiquaient que les jeunes adultes élevés par une mère lesbienne sont en bonne santé du point de vue mental, mais envisagent par exemple plus volontiers de tenter l'expérience avec une personne du même sexe, notamment les filles de mères lesbiennes. Concernant le développement ou l'ajustement psychologique, l'estime de soi à l'adolescence, les résultats ne montraient pas de différence avec ceux d'enfants élevés en contexte hétéroparental. La qualité des relations familiales et le fonctionnement familial sont finalement plus déterminants que les structures homo- ou hétéroparentales. Concernant la question de l'homophobie et donc de la crainte de la stigmatisation, Tasker et Colombok étudient les facteurs expliquant pourquoi certains enfants sont plus stigmatisés que d'autres. L'acceptation de l'homosexualité et la possibilité d'en parler dans l'entourage ont une influence sur l'attitude tolérante ou hostile, par exemple des camarades d'école. Le soutien de personnes extérieures au foyer est un facteur aussi important. Les adultes interrogés qui évoquent l'absence de ce type de soutien rapportent avoir davantage souffert de stigmatisation. Ceux qui avaient d'abord vécu dans un contexte hétéroparental et dont le père ne dénigrait pas la relation lesbienne de la mère semblent avoir été moins stigmatisés que ceux dont le père dénigrait l'orientation sexuelle de leur mère. Donc on voit que c'est effectivement tout le contexte également qui peut intervenir. Comme il me reste 5 minutes, je voudrais passer aux adolescents. Donc ça, c'est sur mon ordinateur. Voilà. C'est la diapo numéro 6. Je ne sais pas si on l'a... voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc à travers 2 cas. Je voudrais rappeler quand même tout d'abord que les adolescents sont d'abord des adolescents, avant d'être adolescents de famille homoparentale. C'est-à-dire c'est une période où ils s'interrogent sur eux-mêmes, où ils sont parfois débordés par leurs émotions, leurs pulsions, ce que Guiton appelle le pubertaire. Ils s'interrogent à la fois sur leur identité, sur leur sexualité. Ils doivent aussi se départir de leur famille, justement ici homoparentale, ou pas, et s'inscrire dans un groupe de pairs, assurer ce qu'ils appellent aussi leur popularité auprès des autres. Au Canada, dans les années 2000, les adolescents de familles homoparentales ont beaucoup participé à convaincre le gouvernement de légiférer en faveur des familles homoparentales, justement, en affirmant par exemple tout simplement qu'ils allaient bien, contrairement à tout ce qu'on pouvait affirmer autour d'eux. Dans notre recherche, nous avons un volet clinique pour une dizaine de familles avec des enfants nés en 2004 ou alentour, donc des enfants qui ont 11 ans à peu près. Ce sont donc des préadolescents. Moi, j'ai eu des entretiens avec les parents, mais mes collègues ont eu des entretiens avec ces enfants pré-ados et ont passé un certain nombre d'épreuves telles que autour du dessin de famille ou encore des planches du TAT ou de la constitution d'un arbre généalogique avec une codification assez stricte. Les résultats ne sont pas encore exploités, mais déjà je peux vous donner quelques éléments de préanalyse. Globalement, il ressort des dessins, des discours des planches de TAT, de l'arbre généalogique, que les enfants se repèrent dans leur filiation, ne confondent pas les sexes par exemple, mais peuvent être sujets parfois à des angoisses plus importantes que la moyenne. Il ressort aussi que les enfants sont assez contents de rencontrer les psychologues, car ils peuvent dire des choses dans cet espace qu'ils ne peuvent pas dire ailleurs, ni avec leurs amis, car il y a encore de nombreux préjugés, ni avec leur famille, car ils se doivent d'être loyaux avec elles. Alors ils profitent de cet espace pour dire authentiquement ce qu'ils vivent, justement, et ressentent. Globalement, ils vont bien, même si cela peut être parfois compliqué de grandir dans une famille différente. Cela dépend en fait beaucoup de la situation de l'entente parentale, de la stabilité des adultes référents, de l'intégration dans l'environnement social. Plus les parents sont clairs dans leur positionnement, plus les enfants trouvent leur place et savent comment se situer aussi. Donc nous n'avons pas rencontré d'adolescents de 14-15 ans par exemple, mais je peux vous faire part de 2 témoignages de 2 jeunes filles de 17 et 16 ans.
Le premier, c'est celui de Lucie. Donc 17 ans, cette jeune fille a été interviewée par une de mes étudiantes, en fait, qui elle-même avait grandi dans une famille homoparentale. Donc son histoire peut être indiquée ici. Voilà, j'ai repris les éléments essentiels. On trouve finalement dans son discours des arguments assez communs qu'on peut retrouver aussi dans la bouche des adultes aussi. Par exemple, la plus grande tolérance, l'ouverture, le recul, la maturité. Elle parle aussi de fierté, ce qui est assez intéressant, ce terme de fierté, puisque c'est aussi un processus qu'on retrouve dans l'itinéraire gay, passer de la honte à la fierté, la Gay Pride en particulier. Elle parle aussi d'originalité, c'est-à-dire que ça lui donne une famille un peu originale, un peu spécifique. Donc vis-à-vis des autres, ça a une certaine couleur, on va dire. Elle reconnaît aussi que d'autres de ses amis qui peuvent être dans des situations analogues rencontrent malgré tout des difficultés, mais que ça tient surtout à l'environnement social homophobe. Et ça l'a conduit aussi dans sa vie sociale à faire le tri finalement dans ses relations entre les personnes qui acceptent facilement cette situation ou non. Et ça l'amène aussi à ajuster ses propos. C'est-à-dire qu'en permanence, elle essaye d'identifier, de repérer dans le discours de l'autre s'il peut y avoir des préjugés ou non. Et donc, selon le cas, elle va tenir un discours plus ou moins appuyé. Donc on dirait que c'est une jeune fille qui va plutôt bien et qui a une certaine maturité, on pourrait dire, justement pour pouvoir parler de sa situation à des tiers. La deuxième situation que je voudrais évoquer, donc ça c'est une jeune fille que j'ai rencontrée dans le cadre de l'étude dont je parlais. On allait voir plutôt son père et son frère de 11 ans, mais elle était aussi présente. Et c'est une situation que je connais puisque j'avais déjà interrogé dans le cadre de ma thèse que j'ai conduit entre les années 2000 et 2006. Donc c'est Gaëlle. Elle est née également dans un contexte de coparentalité. Donc Gaëlle, elle a 16 ans. Elle est née donc d'une première coparentalité entre Philippe, son père, et Linda, sa mère. Ils ont eu ce projet en ayant recours à une liste de personnes intéressées pour une coparentalité. Philippe vivait avec Patrick. Linda avait également une compagne. Philippe et Linda sont sur un modèle de coparentalité exclusive, c'est-à-dire qu'ils se considèrent essentiellement comme étant les deux parents, leurs compagnes et leurs compagnons ont une fonction un rôle plus subalterne. En fait, il va y avoir un conflit important entre Philippe et Linda, qui est apparu très vite, avant même la naissance de Gaëlle. Et le désaccord porte essentiellement, selon Philippe, sur la question de la résidence de l'enfant. Le père étant dans une revendication égalitaire. La mère, elle, cherchant davantage à s'approprier l'enfant selon les propos de Philippe. Ils ont été 15 fois au tribunal. Les deux parents se sont éloignés géographiquement, ce qui rendait finalement difficile l'exercice même de la coparentalité. En 6e, Camille a demandé au juge de vivre avec son père. Pendant 3 ans, elle a continué d'avoir des relations avec sa mère, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Puis, en visite médiatisée pendant 6 mois avec sa mère, et puis finalement, elle a coupé tout contact avec sa mère. Depuis 2 ans et demi, elle ne la voit plus. Par contre, elle recommence à voir son demi-frère qui est né par insémination avec donneur, en présence justement de la compagne de cette mère. Alors, elle vit donc aujourd'hui au domicile de son père, avec ses 2 frères ou demi-frères, on pourrait dire, puisque Philippe a réalisé une nouvelle coparentalité avec une autre femme, Michel, qui vivait en couple avec Lucie, ou Nathalie. Je sais plus, j'ai changé le nom, donc je sais plus. Cette coparentalité s'est construite sur un tout autre modèle que j'ai appelé intégratif. C'est-à-dire que les 2 couples vivaient dans le même hameau, partageaient le même jardin, etc. Les enfants donc transitaient facilement d'une maison à l'autre, même si des règles avaient été instaurées. Philippe et Michel ont donc eu 2 enfants, Jules, donc on a rencontré aussi, qui a 11 ans, et Max, 8 ans. Ils ont mis en place une coparentalité strictement égalitaire, cette fois-ci. Depuis, la situation s'est également dégradée. Michel a quitté Nathalie et a construit une nouvelle vie de couple avec Bruno. La naissance d'un autre enfant dans ce couple a rendu plus difficile les relations avec Philippe, et ce dernier n'entretient plus de relations autres que parentales avec Michel. Patrick, le compagnon de Philippe, s'est également séparé de lui
car il supportait mal ce type de relation. Donc les deux enfants, Jules et Max, sont en résidence alternée. On voit la complexité de la situation. Gaëlle, aujourd'hui, j'en termine, a une analyse assez fine justement de sa situation. Elle a pris le parti de son père depuis l'âge de 11 ans. Elle défend l'idée que la famille homoparentale est une famille comme une autre et se montre également assez militante. Elle invite ses frères à ne pas se laisser marcher sur les pieds à l'école. Elle a aussi donc un demi-frère, vous l'avez compris, du côté maternel, et donc 2 demi-frères du côté paternel, qui eux-mêmes ont un demi-frère du côté de leur mère. Vous voyez, donc on a affaire à finalement une famille dont on ne pourrait plus très bien dire si elle est complètement homoparentale, hétéroparentale, etc. Ça dépend effectivement du point de vue singulier de celui qui parle. Pour avoir fait un arbre généalogique avoir offert cette possibilité à Gaëlle, on s'aperçoit qu'elle se repère parfaitement finalement dans cette famille, en indiquant précisément la position des uns et des autres sur le plan de la génération, mais en même temps, on peut considérer qu'elle a vécu une histoire particulièrement compliquée, on va dire, ou complexe, du fait justement, non pas simplement de l'homoparentalité de ses parents, mais plutôt de la succession des recompositions familiales qui ont pu avoir lieu dans son histoire. Voilà, je vous remercie.